Bonjour à tous, j'espère que vous me voyez et que vous m'entendez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce énième webinaire du confinement, je les compte même plus. Bonjour, et bien bienvenue à tous. On va parler, comme vous le savez aujourd'hui, du réchauffement climatique et de la vigne. Ses méfaits, ses bienfaits, en tout cas, et aussi beaucoup d'observations puisque avant tout, il faut faire le diagnostic de ce qu'on a vu dans les vignes à propos du réchauffement climatique. On aura d'ailleurs la chance d'avoir un intervenant avec nous aujourd'hui, puisque Monsieur Jourdan, qui est vigneron à Chinon, a accepté une petite interview au sujet du réchauffement climatique et de ce qu'il en voyait dans ses vignes. Donc, je vous ferai part aussi de son témoignage. Bonjour, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Prenez le temps d'arriver, de vous installer. J'ai l'impression, en voyant passer les noms, qu'on a énormément de fidèles des webinars. Je vais le dire juste une fois du coup. Le chat sert à dire bonjour, à dire au revoir, à commenter, tout ce que vous voulez, à parler entre vous aussi si vous voulez. Les questions sont un peu plus formelles, donc c'est vraiment plus des questions sur le contenu du webinar. Et on peut y répondre à l'écrit ou à l'oral. J'essaierai de m'arrêter de temps en temps pour le faire. Et il y aura aussi une partie sondage, voilà, qui nous permettra de vous poser des questions. Je vais d'ailleurs vous poser la première question du sondage. Hop. Voilà, je vous ai posé la première question du sondage. C'est vraiment une question qui n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vous demande un petit peu votre avis sur le réchauffement climatique et son influence sur les vins français. Est-ce que vous avez l'intime conviction qu'il a une influence certaine? Est-ce que vous pensez que il n'est pas assez important pour faire changer les vins que vous buvez? Peut-être que vous avez vu, vous, des vins auxquels vous êtes fidèles depuis des années changer un petit peu. Est-ce que vous vous êtes posé la question d'un millésime à l'autre, si c'était possible, que le réchauffement climatique soit passé par là? Voilà, donc je vous laisse réfléchir déjà à ça et répondre au sondage. Et je vais commencer du coup le partage d'écran, puisque j'ai l'impression qu'une bonne partie des participants sont là. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, attendez, j'ai fait un tout petit... Hop. Activer le partage d'écran. Et on partage. Je pense que ça devrait être bon. Partage, ok, super, merci beaucoup. Du coup, la vigne et le réchauffement climatique, c'est parti. Je ne représente plus QV Privé et moi-même. Encore une fois, mon mail si vous avez la moindre question. Donc, cette première question, vraiment sur votre perception personnelle de la chose. En fait, c'est assez intéressant comme sujet, le réchauffement climatique, et pas seulement pour la vigne d'ailleurs, parce que il y a une partie très scientifique, très chiffrée, mais il y a aussi une partie de perception et de sentiment qui est voilà, intrinsèque à chaque individu. Donc, selon notre propre expérience, on le ressent, on le ressent pas, on y croit ou pas, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne croient pas à ce phénomène. Donc voilà, c'était pour avoir un peu votre avis. On va commencer par une partie très vigne viticole et après on s'intéressera aux conséquences sur le vin qui sont des conséquences donc plus indirectes. Je vous disais tout à l'heure, donc on a Monsieur Jourdan qui a accepté de nous donner son témoignage aujourd'hui. Donc je vais vous passer c'est un témoignage sonore. Je vais vous passer, c'est le premier enregistrement et tout simplement la présentation de son domaine et de lui-même.
Alors, je crois que certains n'ont pas bien entendu. Alors, je vais de toute façon reprendre très brièvement les propos de Monsieur Jourdan. Donc, c'est vraiment juste une présentation pour vous expliquer un petit peu où se situe le domaine Jourdan et Pichard, parce que ça va avoir une incidence quand même importante après dans la perception du réchauffement et du climat. Donc, comme vous pouvez le voir, Chinon se situe dans la région viticole de la Loire, dans une région qui est assez intéressante puisque elle est à la fois avec une influence océanique et à la fois assez continentale. Donc voilà, un domaine qui est en biodynamie, là aussi ça va avoir son incidence puisque ce sont des pratiques viticoles où on va passer un peu plus de temps dans les vignes et on va faire des passages plus réguliers. On va aussi regarder la plante de façon très régulière puisqu'on a moins d'outils pour pouvoir la traiter et la guérir. Donc vraiment un témoin intéressant du phénomène de réchauffement. Si on continue donc, le réchauffement climatique dans la vigne, c'est d'abord des observations scientifiques. Finalement, le réchauffement, comme vous le savez certainement, c'est une hausse de la température moyenne qui a augmenté depuis un siècle de 1,4 degré. Donc, je vous ai mis un petit graphique à gauche, mais je pense que je ne vous apprends rien. Par contre, ce qui est intéressant et pas forcément logique au premier abord, c'est l'influence du réchauffement sur les précipitations. En fait, on a des précipitations qui ont diminué de façon assez importante dans le sud de la France et sur la côte ouest, comme vous pouvez le voir, et des précipitations qui, au contraire, sont plutôt en hausse dans une grosse partie nord de la France. Donc, réchauffement climatique ne veut pas forcément dire plus de précipitations et des journées de pluie plus rares. Tout ça, ça a une conséquence assez directe à laquelle je pense que vous aviez déjà pensé en venant participer à ce webinaire, c'est tout simplement un avancement de la date des vendanges. Donc ça, c'est vraiment la conséquence la plus classique et celle qu'on a vraiment constatée. Vous avez un graphique sur la droite qui vous montre la date des vendanges de Saint-Émilion, Châteauneuf-du-Pape, donc dans le sud du Rhône, et de l'Alsace entre 1950 et 2010. Donc plus c'est bas, plus les vendanges sont tôt. Hein, donc parce que la ligne la plus basse, c'est le 1er septembre. Donc vous voyez, je pense que le graphique parle de lui-même. Il y a vraiment une chute, notamment en Alsace. En fait, c'est dans les régions les plus continentales que cela se fait sentir. Une chute, un avancement de la date des vendanges. Parce qu'en fait, la hausse des températures moyennes entraîne une maturation plus rapide des raisins et des vendanges précoces. Donc, on a calculé hein, que la précocité était d'environ 15 jours gagnés en 26 ans à Saint-Émilion, donc à Bordeaux, et dans les côtes du Rhône. Et en Alsace, hein, je vous disais, ça va jusqu'à 26 jours en moyenne, où là, l'effet continentalité est très important. Il n'est plus rare même si ce n'est pas encore la norme, de commencer les vendanges en août, notamment dans les régions continentales. En Champagne, ça nous est déjà arrivé, par exemple. Et c'est assez intéressant de voir que même dans l'imaginaire collectif, des vendanges en août, c'est pas normal. Par exemple, le premier mois du calendrier républicain, c'était le Vendémiaire. Et il était appelé comme ça parce que c'était le mois des vendanges et on l'avait placé du 22 septembre au 21 octobre. Donc on voit que vraiment, il y a quelques siècles, c'était pas du tout dans les mœurs que les vendanges soient en septembre ou en août, mais bien en octobre, comme c'était le cas il y a quelques années. C'est pas seulement en fait une avancée de la date des vendanges, hein, on n'a pas une accélération de la maturité des raisins dans les 10 derniers jours. C'est tout un cycle qui est perturbé et dont les étapes sont avancées. Donc là, on a fait une étude de l'INRA qui montre que depuis 1989, toutes les étapes, donc les grandes étapes, c'est le débourrement, vraiment l'éclosion des bourgeons, qui a moins 3 jours à Colmar, encore une fois en Alsace, jusqu'à moins 3,5 jours à Avignon. La floraison également est en avance. Et la véraison, qui est tout simplement le changement de couleur des raisins, donc une des dernières étapes dans la maturation, est également très en avance. Donc on a un cycle qui s'accélère et chaque étape, on gagne quelques jours, ce qui donne des vendanges très précoces. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous ai mis une petite photo de fleurs de vigne, puisque ce n'est pas forcément logique pour tout le monde. Donc voilà, vous avez là en bas une fleur de vigne.
Enfin, il faut aussi comprendre que c'est un cycle qui est perturbé. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait que le cycle soit précoce, ça nous fait encore plus craindre le froid. Là, c'est une photo qui a été prise, alors c'est véridique, elle a été prise en Champagne aujourd'hui, le 14 mai 2020. Et c'est une photo de vigne qui a gelé il y a 2 jours. Donc, ce que vous voyez, ce sont des feuilles flétries par le gel. Feuilles, grappes et tiges jeunes, tout est complètement mort sur ce pied-là. Mais en fait, le cycle de développement de la vigne étant de plus en plus précoce, les gelées de printemps qui habituellement voilà, endommagent un petit peu les bourgeons qui sont à peine éclos, là, elles vont vraiment avoir des dégâts très importants sur une végétation qui est bien plus avancée que prévu. Donc là, vous avez bel exemple des seins de glace qui sont 7 semaines et qui ont ravagé la vigne très précoce. Voilà, on ne pouvait pas mieux faire en se promenant ce matin. Alors, j'ai une deuxième j'ai une deuxième vidéo à vous montrer. Vous n'hésitez pas surtout à me dire dans le chat si le son est à nouveau trop bas, auquel cas je vous expliquerai moi-même la teneur des propos de Monsieur Jourdan. Alors, de retour sur les slides, effectivement, on a un témoignage de Monsieur Jourdan qui nous explique qu'il assiste à une accélération de l'ensemble du cycle. Donc, c'est pas seulement un cycle qui est décalé, parce qu'il va commencer effectivement plus tôt dans l'année. L'hiver, la dormance de la vigne, donc vraiment la partie de l'hiver où la sève va rentrer dans les racines et la vigne va être complètement endormie. Cette étape tend à être très courte et même à ne plus exister dans certaines régions viticoles. Ce qui fait qu'à la moindre petite chaleur du début du printemps, on va avoir une vigne qui démarre et hop, le cycle est commencé et l'accélération commence à s'entamer. Donc c'est vraiment, faut comprendre que c'est pas seulement un été plus chaud que d'habitude, mais c'est aussi un hiver moins froid qui provoque les vendanges précoces. Et c'est même parfois plutôt l'hiver pas assez froid que l'été trop chaud qui va faire la date des vendanges. Je pense que vous avez déjà également entendu parler du phénomène de dérèglement. C'est vrai que la plupart du temps, quand on entend maintenant les scientifiques parler, ils évitent de plus en plus le terme de réchauffement, même s'il a une véracité certaine qui est la hausse moyenne des températures, mais plutôt un dérèglement climatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette hausse moyenne des températures va avoir des conséquences visibles par tous, qui sont des épisodes météorologiques extrêmes et ceux-ci vont être très dommageables à la vigne.
Donc, les trois principaux qui sont en lien avec le réchauffement climatique, c'est les épisodes de grêle qui sont de plus en plus nombreux et même dans des mois très chauds, donc avec une évolution de la vigne déjà très avancée. Je me souviendrai toujours, pour ma part, d'une visite chez un vigneron quelques jours après la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018. Et il m'a dit qu'il avait eu la finale gâchée par un orage de grêle sur ses vignes juste à côté de son jardin. Donc, c'est vraiment, ça peut arriver jusque assez tard avant les vendanges. Donc, quand on pense les grappes presque ramassées et presque à l'abri, on peut encore avoir un épisode de grêle assez terrible. Il y a bien sûr aussi les inondations qui vont, comme vous pouvez l'imaginer, endommager la vigne et parfois même toute la parcelle en profondeur. Donc, par exemple, à Bordeaux, en ce moment, hein, on a des puits centenales qui sont tombés la semaine dernière. Et bien sûr, les épisodes caniculaires, hein, je ne vous apprends rien, on a aussi des épisodes caniculaires assez importants en été. Ces épisodes caniculaires, ils ont deux conséquences principales. Le premier, c'est un stress hydrique, donc une situation de manque d'eau par rapport aux besoins de la vigne. En fait, il faut savoir que la vigne, dans son développement, va évaporer de l'eau et donc elle a besoin en permanence de s'abreuver un petit peu et l'été, ça peut devenir très difficile dans certaines régions. Quand elle ne subvient pas à ses besoins, elle se met en survie et elle ne pousse plus du tout. En fait, elle fait vraiment une pause qui peut durer plusieurs semaines dans sa maturation. Et sur les grappes déjà sorties, ça a pour conséquence l'échaudage des raisins, qui est véritablement le coup de soleil des raisins. La maturité, elle est bien sûr stoppée, mais en plus, les raisins vont brunir, flétrir, devenir finalement des raisins secs. Hein. Et dans les cas extrêmes, ils vont même tomber de la grappe. Donc là, c'est vraiment une perte sèche de récolte pour le vigneron. Alors, c'est la dernière vidéo, le dernier témoignage de Monsieur Jourdan. J'espère que vous pourrez en profiter. Et bien sûr, je vous fais un petit résumé juste après.
Alors, de retour sur les slides, j'espère que vous avez pu profiter du témoignage de Monsieur Jourdan. Deux choses. Donc vraiment, il explique que lui, dans son quotidien, principalement le réchauffement climatique, ça intervient dans des épisodes météorologiques extrêmes, comme on l'a expliqué à l'instant. Donc le gel, quand on a eu une année de gel, bah, bien sûr, il gèle à peu près tous les ans, mais c'est une journée où le gel va endommager la vigne, bien sûr. La grêle, mais aussi les fortes chaleurs et la canicule. J'ai échangé avec lui sur une visite au mois d'août où quelques jours avant, on pensait que les vendanges allaient intervenir vraiment début septembre, mi-septembre et une très forte chaleur pendant plus de 15 jours avait vraiment décalé les vendanges on s'était arrêté, il y avait un arrêt dans le temps de la vigne à cause de ces 45 degrés qui avaient été très impressionnants dans la région l'année dernière. Voilà donc un exemple des choses un peu imprévisibles auxquelles on doit faire face parfois avec la nature qui se dérègle. Je vois qu'il y a une question. Alors, oui, donc, est-ce que c'est le raisin qui réalimente la plante? Tout à fait, parce qu'en fait, le raisin, eh ben, finalement, c'est une des parties de la plante qui contient le plus d'eau. Et donc, la plante, elle va échanger les flux. Elle va arrêter de les nourrir et pour sa propre survie, va échanger les flux et faire redescendre l'eau et les nutriments des raisins, alors que, ben, évidemment, dans la maturation, l'effet devrait être inverse. Alors, on nous demande aussi si le stress hydrique peut avoir un effet négatif sur la quantité, mais positif sur la qualité. Alors, on va voir dans la partie suivante les effets après sur le produit final, sur le vin. Pas forcément, en fait, comme d'habitude, tout est une question de mesure. Mais quand vraiment le raisin va cuire, ça n'a pas d'effet positif. Et en fait, cet effet flux inversé qui fait que la plante va s'alimenter elle-même, mais plus ses baies, va faire que quand vraiment le stress hydrique est trop important, les raisins vont rarement en bénéficier. Par contre, effectivement, un été bien chaud, avec des raisins qui se concentrent en arômes et en sucre, bien sûr, ça a un effet positif. Tout est une question de mesure du stress hydrique et de sa durée, et bien sûr aussi de sa proximité avec les vendanges, qui est un élément qui va aussi changer pas mal les choses. Donc, si on reprend un petit peu la suite, un peu le résultat de ce diagnostic, c'est que sur le long terme, les études ont montré qu'avec un réchauffement climatique de plus de 2 degrés, on aurait 51 à 56% des régions viticoles mondiales qui pourraient être rayées de la carte. Donc effectivement, on a parlé de ce qu'on pouvait observer actuellement dans la vigne à court terme, mais sur le long terme, avec les prévisions de hausse moyenne des températures que les scientifiques ont annoncées, ça pourrait avoir des répercussions très importantes sur le monde viticole. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on perd 56% de la surface viticole mondiale, puisque ça a aussi pour conséquence la création de nouvelles surfaces, de nouvelles zones où on peut produire de la vigne. Donc on peut aussi voir les choses de ce sens-là. Alors, une petite question de sondage. Ah non, je n'ai pas celle-ci. Bah, je vais vous la poser à l'oral, c'est pas grave. Le réchauffement climatique, il entraîne, attention, partout en France, une baisse importante des précipitations, une hausse importante des précipitations, une hausse des températures moyennes, une baisse des températures moyennes. Bon, la deuxième partie est peut-être un peu trop facile. Je vous laisse me répondre dans le sondage. Je sais que c'est pas légal normalement, mais cette fois-ci, on va faire comme ça. Donc évidemment, en effet, une hausse des températures moyennes, hein, c'était la partie la plus facile. Oui, je vous laisse me répondre dans le chat, excusez-moi. J'ai dit sondage. Excusez-moi, oui, la question est mal passée dans le sondage, donc on l'a fait ensemble à l'oral. Et donc, la réponse, une baisse importante des précipitations partout en France, non. Une hausse importante des précipitations, non. C'est ça qui est important à retenir en fait, c'est que ça va avoir des conséquences différentes entre le nord, le sud, les parties océaniques et continentales. Ça va être un dérèglement
mais au niveau des précipitations, il n'y a pas une vérité vraie pour toutes les régions viticoles. Tout à fait. Donc, c'était la 3 qui était l'unique bonne réponse. Alors, les conséquences du réchauffement climatique sur le vin. On a parlé de la vigne. Maintenant, quelles sont les conséquences indirectes que ça a sur le vin? Bien sûr, des vins plus alcooleux et moins acides. Pourquoi? Parce que les raisins vont être plus mûrs et plus rapidement. Il va y avoir une augmentation de la teneur en sucre au moment des vendanges. Et comme vous le savez, c'est la teneur en sucre qui va donner le degré alcoolique à la fin. Donc, si on a plus de sucre aux vendanges, on va avoir des vins plus alcooleux à la fin. Ça, c'est vraiment, je pense, une des métriques, un des chiffres qui se retrouve le plus sur les tables, parce qu'on a vraiment une moyenne qui était à 12% au niveau du volume d'alcool à peu près dans les années 70, et on monte à près de 14 en ce moment, donc je pense que ça, vous l'avez aussi constaté. Voilà, donc en fait, c'est tout un équilibre, hein. Il ne faut pas voir juste l'alcool. C'est tout un équilibre acidité, alcool, sucrosité, hein, l'équilibre du vin dont on a déjà parlé dans un autre webinar, qui va être déréglé et toute une façon de faire à revoir parce que chaque région avait trouvé son équilibre classique. Donc vraiment, les choses bougent. Ce qui donne dans les arômes des vins des choses un peu plus spéciales. On vous a mis 2 exemples. Donc, les vins rouges, on a pris l'exemple de Bordeaux, hein, parce qu'après, chaque région est différente et a ses conséquences différentes. On a vraiment, de façon caricaturale, des arômes de fruits rouges, frais, de la fraise, la framboise, dans des vins frais et une belle acidité, hein, qu'on retrouve beaucoup dans les vins rouges. Et dans des vins avec une vendange avec des fruits beaucoup plus mûrs, on va avoir plus des fruits confits, voilà, tout l'aspect un petit peu confituré que vous pouvez avoir. Et au-delà du fruit, des vins qui vont être plus riches et qui vont vous paraître vraiment plus concentrés, plus puissants. Donc ça, c'est pour les vins rouges. Et pour les vins blancs, vous allez avoir de façon normale des vins frais, vifs, délicats. Et les conséquences que ça va avoir pour les vins blancs, ça va être des vins plus gras. Et plutôt que sur des notes d'agrumes, de fruits verts, vous allez avoir des notes plus florales. Sur les vins blancs, on parle aussi souvent de cet effet alcooleux, hein, parce que on va sur un vin blanc où l'équilibre alcool-acidité n'est pas vraiment équilibré, n'est pas bien trouvé. Là, vous allez très vite le sentir et c'est pour ça que des vins blancs vont vous paraître un peu plus puissants en alcool. Alors, vous me direz, je ne comprends pas, on parle d'une maturité plus rapide, on n'a qu'à vendanger plus tôt. Vendangeons le 10 août et nous retrouverons nos vins avec les caractéristiques habituelles. Eh bien, en fait, si on pouvait, on le ferait, mais c'est pas le cas. Parce qu'un raisin mûr, c'est pas aussi simple que ça. Le raisin, il a 3 formes de maturité. Il a une maturité qu'on appelle technologique, qui est scientifiquement mesurable. C'est le rapport entre sucre et acidité. Donc, c'est comme ça qu'on détermine la date des vendanges de façon classique. On va déterminer le taux de sucre du raisin, mais aussi son pH, qui est très important, puisque c'est quand les 2 courbes se rencontrent que la date des vendanges est normalement optimale. Sauf qu'en fait, le raisin, il a aussi une maturité phénolique, c'est-à-dire la couleur et la maturité des raisins, la maturité des tanins, excusez-moi, à l'intérieur. Donc ça, par exemple, on va pouvoir l'observer avec la couleur des pépins quand on essaye de déterminer la date des vendanges. Et ensuite, il y a bien sûr la maturité aromatique, puisque les arômes vont devenir de plus en plus expressifs au fur et à mesure de la maturité des raisins. Et j'ai rajouté une quatrième maturité, ou en tout cas un 4e critère, qui est bien sûr l'état sanitaire des grappes. Maladies, champignons peuvent pousser et ont souvent poussé à vendanger plus tôt que prévu. Bien sûr, si un champignon commence à se développer, si la pluie commence à tomber et que l'humidité se fait trop présente, souvent on court dans les vignes pour sauver la récolte. Heureusement, ça n'arrive pas tous les ans, mais on a dû parfois s'adapter. Donc du coup, les teneurs optimales de cette maturité technologique, phénolique, aromatique, elles vont pas arriver forcément au même moment. Avant, c'était peut-être le cas, ou en tout cas, on y faisait moins attention. Et aujourd'hui, on va vraiment regarder ces 3 grands critères pour déterminer la date des vendanges. Ça fait que
dans certaines régions, par exemple les régions méridionales au sud de la France, on va avoir une maturité technologique qui est atteinte avant la maturité phénolique. Donc, on va avoir notre raisin avec le sucre qui donne le degré d'alcool qu'on veut, mais qui n'est pas encore avec des tanins tout à fait mûrs et des arômes assez expressifs. Donc, du coup, on va devoir attendre, décaler un petit peu, laisser augmenter le taux de sucre dans le raisin et donc l'alcool qui sera dans le vin pour avoir l'expressivité et la maturité des tanins nécessaires. Donc voilà, en fait, ils font jongler un petit peu avec les différentes maturités. Dans cet aspect maturité, il y a aussi le cas contraire. Il y avait des régions, avant le réchauffement climatique, il y a quelques années, je vous les cite notamment la Champagne, où en fait on avait beaucoup de mal à réussir à atteindre le niveau de maturité technologique, donc le taux de sucre nécessaire à la production du vin ou du champagne. En fait, on cherchait classiquement à atteindre un alcool potentiel de 11% à la vendange. Mais il y a vraiment des années, on était à 9,5, à 10,5 pour les années un peu meilleures. Et donc, il y a un procédé qui est utilisé dans beaucoup de régions françaises, en tout cas à l'époque, qui est la chaptalisation, qui consiste tout simplement à rajouter du sucre au mou de raisin, qui est très contrôlé mais tout à fait autorisé, et qui permet d'atteindre le taux d'alcool nécessaire ou en tout cas pensé être la perfection pour ce vin-là. Et bien en fait, la chaptalisation, elle est de moins en moins utilisée. Au contraire, notamment en Champagne, on atteint maintenant un alcool potentiel très élevé qui parfois même va mettre en danger l'équilibre alcool-acidité des vins de Champagne. Donc vous voyez, on a vraiment changé complètement de paradigme sur ça et en quelques années seulement. Alors, j'en profite pour vous poser une petite question. Hop, celle-ci est dans le sondage, donc n'hésitez pas à y répondre. Donc, le type de maturité qui va définir le degré d'alcool du vin. Est-ce que c'est la maturité technologique, phénolique ou aromatique? Je regarde également vos questions. Alors, y a-t-il moyen de revenir à un degré d'alcool de 12 malgré le réchauffement climatique? En fait, il y a plein de moyens de faire varier tout ça. Bien sûr, l'alcool potentiel, donc au moment des vendanges, à part changer la date où on vendange, c'est très difficile à toucher. Par contre, une fois que c'est vendangé, on va le voir par la suite, il y a beaucoup d'éléments dans la vinification qui vont pouvoir aider à favoriser ou défavoriser la production d'alcool. Donc, tout à fait, la bonne réponse était la maturité technologique. On peut le retenir parce que c'est une maturité technique finalement, scientifique, qui est celle qui se calcule dans une éprouvette, tout simplement. Donc, quelle solution pour les pays dont les vignes sont menacées ou dont les vins changent trop drastiquement? Déjà, il faut revenir au commencement, à la vigne, au cépage. On a beaucoup de cépages qui pourraient être rayés de la carte si le réchauffement climatique se poursuivait. Donc, il faut en fait modifier l'encépagement. Il y a des cépages, on le sait, qui se comportent très bien avec les chaleurs fortes, le Mourvèdre, le Grenache, qui sont des cépages du sud, et qui petit à petit vont remplacer le Pinot Noir et le Merlot que vous allez retrouver en Bourgogne ou dans la région bordelaise. On a surtout le retour d'anciens cépages qui avaient été oubliés. On vous en a cité quelques-uns ici, qui soient noirs ou des cépages blancs aussi. Ce sont souvent des cépages régionaux qu'on reprend parce qu'ils ont justement cette capacité de résistance. Et enfin, on crée des hybrides, donc on va créer de nouveaux cépages qui ont cette capacité à résister à la fois aux fortes chaleurs, au stress hydrique et qui ont des maturités plus tardives, donc c'est-à-dire, c'est ce qu'on expliquait aussi avec le gel tout à l'heure, quand le cépage va être un peu plus lent dans son évolution, ça va nous permettre de gagner en fait
les jours qu'on avait perdus pour l'avancement des vendanges. Voilà. La dernière chose sur les cépages, c'est que bien sûr, comme toutes sortes de fruits, ils ont chacun un potentiel d'acidité et de sucre plus ou moins élevé, hein. On peut mettre au même endroit deux cépages différents, leur potentiel va être différent. Et donc, il faut privilégier, bien sûr, des cépages avec un potentiel acide supérieur, puisque l'acidité va être la denrée rare qu'on veut retrouver dans les vins, et avec un potentiel de sucre inférieur. Donc, on peut changer l'encépagement, mais on peut aussi essayer de garder le même cépage, mais changer la greffe. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les vignes françaises sont des vignes greffées. Le cep qui porte le cépage, donc le cep de Merlot, le cep de Chardonnay, il est greffé sur un système racinaire d'une autre espèce de vigne, qui est une espèce américaine et qui est, elle, résistante aux maladies. Donc, en fait, on a choisi en France une espèce et on va greffer sur cette espèce-là. Mais on pourrait remettre ça en cause, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs en ce moment, puisqu'on pourrait choisir une greffe avec un système racinaire qui est plus profond et une architecture qui va permettre d'aller chercher l'eau plus en profondeur. Donc finalement, permettre à la vigne d'aller chercher l'eau là où elle ne peut pas encore aller la chercher en cas de stress hydrique important. Ensuite, bien sûr, dans la façon de travailler la vigne, il y a plein de choses à faire pour s'adapter à ce nouveau paradigme. Il y a de façon classique le désherbage des interrants. Donc là, vous avez une photo, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on a désherbé entre les rangs et sous les ceps. Pourquoi? Parce que l'herbe, c'est une très grande concurrente de la vigne en cas de stress hydrique. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle vous allez voir, c'est d'ailleurs en ce moment, beaucoup de tracteurs qui vont retourner, ou d'ailleurs de chevaux, qui vont retourner la terre dans les vignes pour que l'herbe ne soit pas un problème. La maîtrise de l'effeuillage, elle est aussi très importante. De façon classique, c'était un peu une mode dans les dernières décennies. On effeuillait beaucoup les vignes. Ça sert à quoi d'effeuiller les vignes? Ça sert tout simplement à ce que les raisins puissent plus facilement voir le soleil, mais aussi à aérer la vigne et donc à éviter que des zones d'humidité se créent qui seraient propices à des champignons. Malheureusement, à force d'effeuiller comme ça la vigne, on a aussi enlevé les parasols naturels dont bénéficiaient les raisins. Donc, on revient vraiment sur cette pratique pour essayer de protéger au mieux les raisins. Il y a plein d'autres choses à faire, de la matière organique sur les sols, la plantation de haies pour favoriser la biodiversité, des techniques de taille, parce qu'on peut tailler la vigne de façon plus ou moins haute, de façon plus ou moins fermée. Voilà, tout ça, ça va permettre un petit peu de jouer sur ce problème viticole. Enfin, on en parlait dans les questions tout à l'heure, le problème de l'irrigation. Parce que bien sûr, on peut faire toutes les techniques que l'on veut. Quand vraiment il n'y a pas d'eau, ben, la sécheresse va être problématique. Jusqu'ici, et c'est d'ailleurs la règle encore officielle, l'irrigation de la vigne en France, elle est interdite. Cependant, depuis 2017, il y a de plus en plus de dérogations pour certaines régions en cas de stress hydrique important. Et c'est seulement, bien sûr, quand le cahier des charges de l'AOP le permet. La plupart du temps, on va retrouver des systèmes d'irrigation, notamment dans des nouvelles plantations, parce que les jeunes vignes ont un système racinaire trop faible et pas assez profond pour aller chercher l'eau. Et donc là, on va avoir des dérogations qui vont permettre d'irriguer. Mais si vous voulez retenir la règle générale, c'est que c'est interdit en France. Donc demain, est-ce qu'on va commencer à l'autoriser davantage? Bien sûr, c'est un problème assez important pour tout ce qui concerne la compatibilité avec une viticulture plus raisonnée et la sauvegarde de l'eau, puisque des quantités d'eau considérables sont nécessaires. Je vous ai mis à droite une photo de goutte à goutte, qui est le système d'irrigation principal de la vigne, hein. Je ne voulais pas que vous vous imaginiez de grands jets comme dans les champs de maïs. La plupart du temps, pour la vigne, c'est du goutte à goutte. C'est un système qui est d'ailleurs très utilisé dans certains pays, hein. En Californie, par exemple, il y a des régions entières dont toutes les parcelles sont équipées d'irrigation. Je m'arrête une minute pour regarder les questions. Alors, hybride égale OGM. Pas forcément.
En fait, on a dans le monde viticole le croisement des cépages, la greffe d'une vigne sur une autre, c'est quelque chose qui est réalisé depuis des siècles. Donc, croiser des plantes, c'est loin d'être des OGM et c'est des choses qu'on fait voilà, quasi quotidiennement puisque toute vigne que l'on plante est en fait une vigne greffée. Alors, je continue. Continuer à s'adapter. Donc, on a vu le changement de l'encépagement. En fait, il a aussi à voir avec la nature des sols, la pente, l'altitude, l'exposition. Finalement, s'adapter, ça serait peut-être aussi réduire les surfaces des AOP et peut-être les morceler de façon un petit peu différente pour que eh bien, le grenache classique du Rhône monte un petit peu plus haut, qu'on puisse un petit peu voilà, changer tout ce qui a été gravé dans le marbre parce que ce qui est gravé dans le marbre, malheureusement, ça l'est depuis souvent le début du XXe siècle et donc il y a peut-être des évolutions nécessaires. Donc, en fonction de la nature des sols, de la pente, de l'altitude, de l'exposition, on pourrait réfléchir à changer de cépage, même si on reste dans une même appellation. Voilà, donc varier un petit peu avec l'hétérogénéité des terroirs, essayer de s'adapter. Si on continue un petit peu, donc on a vu les cépages, les greffes, le travail de la vigne. Quand on se rapproche de la récolte, il y a aussi des correctifs que l'on peut appliquer. Donc, une vendange très tôt, donc une vendange en août, ça veut souvent dire une vendange sous plus de 30 degrés. Or, ces températures très estivales, elles vont être catastrophiques pour le début de la vinification. On a besoin que les raisins, pour les premières étapes, qui sont le débourbage, hein, donc finalement le fait de laisser tomber les pulpes de raisin au fond de la cuve et bien sûr la fermentation alcoolique sont deux étapes pour lesquelles on va avoir besoin que le jus ne soit pas trop chaud. Donc, quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Ben, il y a des domaines qui ont commencé à vendanger la nuit. Et il y a des domaines, beaucoup, notamment dans le sud de la France, qui passent leurs raisins à froid. Donc, ils sont équipés d'une chambre froide au domaine, une chambre froide qu'ils amènent. Il y a aussi de la neige carbonique qui est utilisée. Bref, des solutions de proximité qui sont utilisées pour qu'on puisse quand même traiter des raisins qui arrivent très très chauds et qui pourraient pas être macérés ou pressés tels quels. Alors après, on parlait justement dans les questions de ce qu'il était possible de faire une fois qu'on était vraiment rentré dans le processus de vinification. Effectivement, il y a des petites choses qu'on peut ajuster pour compenser cet ajout d'alcool, ce manque d'acidité dont on parlait tout à l'heure. Déjà, on peut choisir une levure, donc qui est le petit élément qui va transformer le sucre en alcool. On peut la choisir pour qu'elle soit moins productive. Voilà, comme ça, un peu moins d'alcool. On peut contrôler les températures puisque si on les laisse monter au plafond, on va avoir à nouveau déjà des arômes sur le confituré, etc. Mais on va aussi accélérer les réactions. Et après, on a des techniques de correction. Donc, on a une technique de désalcoolisation qui existe et il y a aussi des techniques d'acidification. Attention, on commence à rentrer dans des éléments et dans du vocabulaire qui est un peu tabou dans le monde viticole, puisque la chaptalisation, elle était très pratiquée et elle était plutôt acceptée et même racontée. Par contre, ces nouvelles techniques de désalcoolisation et d'acidification, bien qu'elles soient utilisées par un nombre de domaines assez conséquent, on en parle encore très peu et on en informe très peu le public. Pourtant, c'est pas forcément des techniques qui vont être avec un ajout de produits extérieurs, chimiques, etc. Notamment la désalcoolisation, je vais y arriver, qui peut se faire en osmose inverse et qui, bien que ça soit une intervention humaine et chimique, est plutôt dans le respect de la nature du vin, puisqu'il y a rien qui est ajouté à celui-ci. Voilà. Et je précise parce que on se rend pas forcément compte que c'est réglementé et que la réglementation autorise jusqu'à 2 degrés. Donc c'est quand même
assez importante, c'est finalement équivalent à l'augmentation moyenne du degré d'alcool qu'on a constaté dans les vins. Donc on peut effectivement jouer grandement sur ce point-là. Bon, je pense que si vous allez demander à un vigneron, il va pas vous dire qu'il l'utilise et très certainement il ne l'utilise pas parce que ça reste encore loin d'être la norme. Donc, si on essaie de regarder un petit peu plus loin, en fait, une fois qu'on a fait tous ces petits correctifs sur place, va falloir rentrer tout ça dans les cahiers des charges, dans la loi du vin. Puisque finalement, comme dans beaucoup de choses, on fait face au problème, on crée la solution et après, on la fait accepter par la législation. Donc, en fait, l'enjeu, c'est de valider des changements qui respecterait le plus possible la spécificité des terroirs et aussi le goût du consommateur qui n'a pas forcément envie d'avoir un vin trop alcooleux ou d'avoir un vin qui perd les arômes qu'il lui a reconnus d'habitude. Donc, il y a des redéfinitions d'aires d'appellation qui sont très difficiles à faire, mais qui sont de plus en plus nécessaires. Des introductions de nouveaux cépages, hein, comme on l'a dit, et l'autorisation de nouveaux utilisages dans la conduite de la vigne et des techniques de vinification. Donc, l'élément principal dans la conduite de la vigne, ça va être l'irrigation, hein, qui est vraiment l'élément qui arrive de plus en plus. Et les techniques de vinification, on vient de les voir. Je vous ai mis deux exemples dans deux pays. En Espagne, dans la Rioja, qui est la région espagnole viticole la plus prestigieuse, on a remis dans le cahier des charges 4 cépages autochtones, donc ces cépages régionaux qui avaient été un peu oubliés, mais aussi 3 cépages exogènes, qu'on appelle aussi des cépages internationaux, hein, qui sont des cépages qu'on trouve dans plusieurs pays. On peut citer le Merlot, par exemple. Et donc là, c'est vraiment une avancée en termes d'état d'esprit, parce qu'on accepte de faire rentrer un cépage international qui est reconnu mondialement pour résister à certaines choses. Et donc, du coup, là, forcément, ça va modifier un petit peu le caractère du vin. Mais on évolue dans le sens de garder l'appellation au plus haut niveau. Et en France, on a créé dans les cahiers des charges des AOC une catégorie de cépages qui s'appelle en vue d'adaptation climatique et environnementale, qui aurait le droit de représenter 5% de l'encépagement total et dans un assemblage qui devrait ne pas dépasser 10% de l'assemblage dans un vin. Donc voilà, des petits ajustements qui commencent à faire leur apparition dans les cahiers des charges. Bon, bien sûr, on parle de nos vieilles régions, de notre vieille Europe et de nos vieilles régions viticoles. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait quand même des heureux, hein, finalement, les réchauffements climatiques d'un point de vue viticole, puisque on a beaucoup de nouvelles régions viticoles qui se créent. Donc ici, des vignes au Danemark, des vignes au Canada, qui sont de plus en plus nombreuses. Et bien sûr, chez nos amis les Anglais, de plus en plus de vignes. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de la région de Surrey, qui est de plus en plus viticole. Donc, en fait, les Anglais, principalement, ils vont produire des vins blancs, des vins effervescents, notamment l'English Sparkling, qui est très proche, en tout cas selon eux, du champagne, qui utilise en tout cas la méthode traditionnelle champenoise et qui a planté les mêmes cépages. Donc, c'est assez intéressant. On peut noter notamment que la maison Tétinger a fait de gros investissements là-bas et pense que l'avenir du vin effervescent se trouve peut-être en Angleterre. Donc, c'est assez intéressant à noter. On a mis une petite citation de Janie Powell, qui est une critique australienne et qui disait qu'avant, il fallait cacher les vins effervescents anglais et qu'aujourd'hui, ils sont tout à fait acceptés dans les concours et qu'on accepte que les Britanniques produisent de très bons vins. Alors, je vous pose une dernière question. Hop. Voilà, c'est publié dans le sondage. Donc, laquelle de ces pratiques n'est pas utilisée pour s'adapter au réchauffement climatique? La réduction de l'effeuillage, la plantation d'autres cépages, la chaptalisation, l'irrigation. Alors, j'en profite pour regarder vos questions. Y a-t-il plus de maladies de la vigne avec le réchauffement? Ah, c'est une question super intéressante parce que on aurait pu en parler pendant des heures du réchauffement climatique.
Mais dans mes recherches et dans les observations qu'on a faites, il y a aussi cette notion de maladie. Alors, on pourrait penser qu'il y a moins de maladies liées à l'humidité, le mildiou notamment. C'est pas forcément le cas parce qu'il y a encore des épisodes pluvieux assez nombreux comme on l'a vu dans les régions du Nord. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a beaucoup changé la présence des insectes et les différents parasites de la vigne. On assiste notamment à une montée des parasites qui étaient à l'époque plutôt dans le sud. Et dans des régions comme la Champagne, on a depuis quelques années de nouvelles espèces de ce qu'on appelle les vers de la grappe, par exemple, qui sont des petits vers qui vont manger les grappes. Donc, on a un devoir de s'adapter à de nouveaux parasites. Donc, effectivement, ça paraît assez logique, hein, finalement. Si les températures moyennes augmentent, on a un déplacement des insectes. Et on a aussi une question sur la diminution du stade végétatif qui aurait tendance à fatiguer les cèpes plus rapidement. Donc, je pense que vous faites référence au fait que la vigne va se développer plus rapidement et du coup peut-être se fatiguer également plus rapidement sur le long terme. Ben, ça, c'est une bonne question. Il y a beaucoup d'études qui sont faites en ce moment parce que finalement, on arrive à avoir des conséquences sur une récolte, des conséquences sur les raisins. C'est difficile de comprendre les conséquences du réchauffement climatique sur la plante en elle-même dans sa vie de 30, 40, 50, voire plus, 50 années, qui est quand même une plantation normalement très robuste. Mais est-ce que elle n'aurait pas une durée de vie qui diminuerait à cause de ces cycles un peu express qui pourraient être très fatigants pour elle? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul sur ce sujet-là. Mais je pense que dans quelques années, ça serait une possibilité dans les constats qu'on fera. Alors du coup, pour cette question sur les pratiques qui sont utilisées ou non, donc effectivement, la pratique qui n'est pas utilisée, c'est la chaptalisation. Au contraire, c'est une pratique pour aller à l'encontre d'une non-maturité des raisins et d'une absence de sucre dans les raisins au moment de la vendange. Donc, c'est vraiment l'inverse de ce qui se passe en ce moment. Par contre, la réduction de l'effeuillage est très utilisée. La plantation d'autres cépages commence à l'être. Et l'irrigation, bien sûr, même si pour l'instant aujourd'hui en France, c'est soumis à dérogation parce que c'est interdit. Alors, du coup, je vais vous laisser aussi sur le chat et dans les questions continuer à nous en poser. C'était ma dernière slide sur cette partie-là. Pour conclure un petit peu sur le réchauffement climatique, je pense que c'est un peu une conclusion globale de l'ensemble du monde agricole et aussi que vous pouvez avoir vous-même. On parle vraiment de plus en plus de dérèglement. Euh, je pense que le réchauffement climatique, c'est certainement un élément de long terme, mais qu'à court et moyen terme, sur nos vies à nous, on assiste surtout à un dérèglement et à une recrudescence des événements extrêmes qui sont de plus en plus rapprochés. C'est peut-être même parfois un petit peu embêtant pour vous quand vous regardez les informations. Il a grêlé là, il y a des inondations ici, etc. Et on a l'impression qu'on nous en parle de plus en plus. Ben, c'est tout simplement parce que ça arrive de plus en plus. Et c'est vraiment un phénomène, ça pour le coup, qui est constaté. Voilà. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, que ce soit maintenant ou plus tard. Je vous passe juste ma dernière slide, qui est très importante, puisqu'elle vous donne rendez-vous. En effet, le confinement touche à sa fin. Il est déjà officiellement fini en tout cas. Je ne sais pas si vous avez pu reprendre une vie normale de votre côté. Moi-même, je vais commencer à reprendre une vie normale et je pense que l'expérience des webinaires a été en tout cas pour notre part très enrichissante. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous chaque semaine. D'avoir un peu vos avis sur les thèmes à aborder, de voir comment vous ressentiez chaque sujet. Je pense qu'on a fait des sujets très viticoles, des sujets très vins, dégustation. Je suis ravie de la diversité qu'on a pu avoir ensemble à travers vos choix. Et du coup, pour continuer sur cette lancée, je vous donne rendez-vous tous les troisièmes mercredis du mois, à partir du mois de juin. Donc du coup, le premier, ça sera le 17 juin.
Et on va décaler un petit peu l'horaire pour que vos calendriers professionnels puissent s'accorder. Donc, on les fera à 19 heures. Voilà, pour que chacun puisse participer sans avoir à sécher le travail. Voilà, donc je vous donne rendez-vous. N'hésitez pas à le noter dans vos agendas. Vous recevrez le petit lien d'inscription. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez tous retrouver le cours de vos vies le plus rapidement possible. Pour l'équipe de QV Privé, ça va être un retour à Paris progressif la semaine prochaine et on espère vous retrouver très bientôt dans des ateliers, des dégustations ou dans les webinars. Voilà. Merci à vous. Merci, 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 au revoir.